Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 94 de DBS. Et sérieusement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on ait un épisode de cette qualité-là, un épisode aussi bien. J'ai vraiment été surpris. C'est un épisode que je suis vraiment pas prêt d'oublier. Peut-être que pour vous, vous l'avez trouvé pas terrible, ou peut-être que c'était juste un épisode lambda. Pour moi, réellement, ça a été un épisode mémorable de Dragon Ball Super. Vous savez que quand j'aime pas un épisode, je n'hésite pas à le dire. Mais là, vraiment, j'étais à 100% satisfait et j'en ai eu plus que ce à quoi je m'attendais. Et en plus, par-dessus tout ça, c'est un épisode qui était très clair, facile à comprendre en plus. Il n'y avait pas, vous savez, comme d'habitude, une phrase de oui, c'est un petit peu bizarre, que tout le monde va comprendre à sa manière et tout ça. Non, là, honnêtement, l'épisode était clair. Même si pourtant, dès les premières images, j'ai eu peur. Parce que quand j'ai vu cette putain d'image avec une montagne là qui est en train de pousser sur le genou à Vegeta, je me suis dit que l'épisode allait mal finir. Mais plus sérieusement, passer cette petite scène dans laquelle Goku est en train de manger, au passage, la nourriture dans DBS est toujours aussi belle que d'habitude. Et de manière générale, la nourriture dans les animés, elle a l'air tellement belle et ça donne tellement envie de la manger à chaque fois. Mais en gros, en début d'épisode, on tourne vite fait autour du pot pour comprendre et admettre le fait que Freezer est plutôt nécessaire si on veut arriver à gagner le tournoi du pouvoir, et qu'en gros c'est un mal pour un bien comme le dit le dicton, et comme le dit Whis de manière très claire, il vaut mieux ramener Freezer à la vie, ce que Goku avait du mal à avouer. Donc en gros Goku voulait mentir encore à ses amis, mais au final le mensonge n'a duré que quelques secondes, étant donné qu'il a été forcé par Bulma en particulier et Vegeta d'admettre ce qu'il avait en tête depuis le début. Donc de redonner la vie à Freezer, ce qui selon Whis, et il a totalement raison selon moi, est un bien petit mal par rapport à la destruction de l'univers tout entier. Mais sinon, une fois que tout ça a été établi, on voit en plus le dessin qui remplace la photo de Freezer, parce que c'est logique, on peut pas faire de photo de Freezer pour le coller sur le tableau. Bien sûr le dessin était ridicule, mais c'était volontaire. Je ne sais pas qui est censé l'avoir dessiné sur le tableau, peut-être Goku ou Bulma, enfin aucune idée honnêtement. Bon, après ça, on a eu une nouvelle session de Skype des Akaishin, dans lesquelles les deux tendaient leurs mains, et il n'y a pas eu de nom, en fait, de technique qui a été évoqué. J'aurais aimé, en tout cas, que ça nous soit dit, que ça soit une faculté spéciale des Akaishin, un peu comme le Hakai, sauf que là, ça soit une technique spéciale dédiée à la communication, parce que si vous regardez bien, on aura déjà vu les Akaishin communiquer à distance de 3 manières. La première fois, c'était par le biais de Kai, le Kaioshin de l'univers 11, qui avait ouvert une sorte de session, aussi de Skype. Ensuite, on avait vu les Akaishin communiquer entre eux. Mais il semblait que c'était grâce aux anges, parce que ils se regardaient à l'intérieur de la boule de cristal des anges. Et là, maintenant, les Akaishin semblent avoir une technique qui leur est propre, de communication. Allez savoir s'ils peuvent la faire en groupe, par exemple se mettre tous en rang et tendre les bras sur chaque côté et parler tous entre eux, ou si c'est réservé à seulement 2 dieux de la destruction en même temps. Bon, en tout cas, ce qu'on a bien compris, ça correspondait au spoiler qu'on a eu récemment sur l'épisode 94. Kitara a bien un plan en tête, et c'est de berner totalement Sidra. Je ne sais pas si vous avez eu les bonnes trades, ou si tout simplement vous avez été attentif durant ce passage-là. Il est clair que Kitara a menti à Sidra. Il lui a fait croire que l'univers 7 avait pour plan d'attaquer l'univers 9 en priorité, alors que non, les mecs sont juste en train de se faire des stratégies. Et si on regarde bien pour le moment, le peu de stratégies qu'on a entendues, qu'on a vues de la part de l'univers 7, c'est tout simplement d'arriver à se défendre le mieux possible. L'univers 7 sait déjà qu'il sera la cible de la plupart des autres univers, parce qu'ils se sont montrés comme étant dangereux durant le tournoi univers 7 contre univers 9. Donc honnêtement, l'univers 7, on l'a tous très bien vu, ils ne sont pas en train de cibler des univers, mais ils sont juste en train surtout de préparer leur meilleure défense possible. Et on voit que Sidra, encore une fois, est plutôt indécis et surtout naïf et très facilement manipulable. Il n'a pas cherché à vérifier cette info-là, il n'a pas dit « bon attends, je vais envoyer un espion et vérifier ce que tu m'as dit ». En gros, il a cru sur parole Kitara, et du coup on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Sidra fait plus confiance à Kitara que Beerus? Ben sûrement parce que, comme le disaient les spoilers, Sidra, il a sa rancœur envers l'univers 7, du fait d'avoir perdu contre eux durant le match préliminaire, et Kitara profite de cette plaie justement, dont souffre l'univers 9, pour manipuler émotionnellement, voilà, tous les dieux qui se trouvent là-bas, aussi bien le Akaishin et le Kaioshin. Alors, après ce Skype divin, Kitara de son côté est plutôt confiant en tout cas, et il confie même à son Kaioshin que le plan fonctionnera à merveille. Bon, sauf que bien sûr, à la place de Kitara, moi je me serais posé beaucoup plus de questions. Oui, le plan va fonctionner parce que Sidra va envoyer visiblement ses troupes d'assassins ou autres, etc. sur Freezer. Mais après, Kitara a l'air surtout confiant sur le fait que les assassins vont réussir à venir à bout de Freezer. Et je pense que pour le moment, Kitara surestime un petit peu trop son plan. Mis à part s'il a quelque chose d'autre derrière la tête. Si Kitara a planifié dès le début le fait que les assassins de Sidra allaient se faire défoncer, ça voudrait dire que Kitara a aussi planifié ça et qu'il a 2 coups d'avance et qu'il prévoit déjà son prochain mouvement une fois que les assassins de l'univers 9 seront mis KO. Donc ça, pour ceux qui sont au courant des spoilers non confirmés de Dragon Ball Super, ça pourrait faire un petit peu le lien que Kitara soit déjà en fait conscient du fait que une fois que l'univers 9 se sera fait une nouvelle fois défoncer,
ça sera à son tour d'intervenir directement. Et quand je parle d'intervenir directement, c'est pas forcément par la force. Je ne dis pas que Kythera va envoyer des forces ou va aller lui-même sur la Terre pour botter le cul à Freezer, non. Je pense complètement à autre chose. Si les spoilers vous intéressent, ils sont sur la chaîne, je vous les mettrai aussi en description. Mais du coup, maintenant on poursuit sur l'épisode et on a eu une phase assez intéressante dans laquelle on voit le petit Trunks s'intéresser à Freezer. Alors, il n'a pas été fait de parallèle en faisant comme quoi, qui nous dirait comme quoi le petit Trunks a envie de découper Freezer du premier regard. Ça aurait été drôle qu'il dise ça. Ça aurait fait bien sûr le parallèle avec le Trunks du futur qui a complètement découpé Freezer. Mais en tout cas, ce petit Trunks est plutôt au courant de qui pouvait être Freezer, il en a déjà entendu parler, ce qui est plutôt logique, et on nous en remet une couche sur le fait que à la fois Goku et Vegeta ne veulent pas que les deux petits participent. Et moi perso, si on reste dans une situation dans laquelle c'est comme ça, la Toei ne veut rien faire d'autre et veut faire en sorte que les deux petits ne participent pas à tout prix à ce fameux tournoi. Voilà, ils ont décidé pour des raisons qu'ils ne veulent pas nous dire pour le moment pourquoi ils ne participent pas, mais c'est comme ça. Eh bien moi, en tout cas, si j'étais à leur place, j'aurais au moins fait en sorte que Vegeta fasse tout pour qu'il participe et qu'il se mette en opposition à Goku qui lui ne veulent pas qu'il participe. Ça aurait été au moins rigolo de voir ça, de voir Vegeta avec sa fierté dire « Non mais attends, nos fils, et en particulier le mien, ils ont très largement leur place dans le tournoi. » Pendant que de l'autre côté, on aurait eu Goku qui milite justement pour faire en sorte que les deux petits restent sur Terre. Alors ça n'aurait rien changé à la situation finale, les deux petits n'auraient pas participé. En plus, l'opposition Goku-Vegeta, ça marche toujours. Ça fait des dizaines d'années qu'on nous l'a fait et ça prend à tous les coups. Mais bon, non, au final, on a plus eu une phase d'humour encore une fois, dans laquelle Vegeta est du même avis que Goku, il ne veut pas que les deux participent, et il se met à justifier, honnêtement de manière très très drôle, le fait que Freezer serait devenu très gentil, qu'il serait même devenu une sorte d'ami de la Team Z, et que c'est pour ça qu'il figure sur le tableau, parce que comme l'a dit Bulma, il va venir à la fête d'anniversaire de la petite Bra. Alors c'est complètement ridicule, et ça soulève un petit problème encore, comme quoi ils nous font passer Goten et Trunks pour des enfants qui ont entre 5 et 10 ans, vous voyez, alors qu'à leur âge, ils sont quand même assez grands pour comprendre que on les prend pour des cons. Mais bon, en tout cas pour moi la phase était très drôle, de voir Vegeta aussi mal à l'aise et de se dire mais putain qu'est-ce que je suis en train de raconter sur Freezer, c'est la pire des pourritures que j'ai croisées de toute ma vie et je suis en train de le défendre. Bon, au final, en plus de ça, Goku arrive à noyer le poisson dans l'eau et en faire en sorte d'éveiller l'amusement chez Trunks en lui disant hey, écoute, tu vas aller visiter une île sur laquelle il y a plein de monstres, donc bien sûr l'île de C-17, et demande à Krillin de faire en sorte de les amener là-bas. Et bien sûr, dès que j'ai entendu ça, je me suis dit qu'on allait avoir une putain de scène, la nouvelle rencontre de Krillin et de C-17. En plus, on a eu C-18 qui les a rejoints, C-17 qui allait revoir Marron et tout ça. Non, honnêtement, ça annonçait quelque chose de super lourd et on l'a eu par la suite de l'épisode. Mais en attendant, on a eu une autre scène que j'ai adorée. Enfin du vrai Kame Sennin. Contrairement à toutes ces scènes qu'on a eues depuis l'épisode 89 dans lequel il a fait plusieurs tentatives de viol, oui, clairement. Et c'est des choses contre lesquelles j'ai poussé mon coup de gueule sur la chaîne parce que je ne suis pas d'accord avec ces scènes-là et je trouve qu'elles n'ont pas leur place dans Dragon Ball Super. Mais là, on a eu une scène qui, pour moi en tout cas, a été très émouvante. Vous savez, j'ai 28 ans et j'ai commencé Dragon Ball à l'âge de 5 ans et donc j'ai aussi eu le temps de voir et de revoir et de commencer très très jeune l'animé Dragon Ball sans le Z. Parce que avant de lire les 42 tomes, j'ai commencé avec l'animé, c'est ce qui était le plus accessible et forcément le moins cher. Vous savez, vous n'allez pas dire à vos parents quand vous avez 5 ans d'aller vous acheter des tomes. Et encore, il aurait fallu que je sache que des tomes existaient. Pour moi, à 5 ans, c'était juste un dessin animé. Eh bien, en tout cas, j'ai vraiment cette culture-là, aussi bien de Dragon Ball et de Dragon Ball Z, et j'ai donc aussi beaucoup en moi tous ces souvenirs et cette culture de Goku qui est jeune, de Goku qui apprend avec Kame Sennin. Kame Sennin pour moi est un vrai personnage récurrent de la série et en plus j'ai bien ancré tout ça en moi une fois que j'ai lu, relu, re-relu des centaines, des milliers de fois j'ai envie de dire les différents tomes de Dragon Ball et c'était un énorme plaisir pour moi de voir Kame Sennin s'entraîner à l'ancienne, alors bien sûr de manière assez drôle en utilisant Yajirobe comme cible de son entraînement, mais qu'est-ce que c'était cool de le voir monter à la tour Karin pour s'entraîner là-bas, qu'est-ce que c'était cool de le voir faire le Bankoku Bikurisho, son attaque électrique, en plus en faisant de grands mouvements amples là avec ses mains et tout ça, les mouvements comme ça très amples, même pour le Kamehameha, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup justement à l'époque de Dragon Ball. Et les mouvements sont devenus beaucoup plus rapides dans Dragon Ball Z et du coup les Kamehameha et tout ça se faisait avec une rapidité écrasante pour la mise en scène justement du mouvement. Et sur cette scène-là, déjà c'était tout simplement pour moi magnifique de voir Kame Sennin faire ça, dans ce lieu sacré du monde de Dragon Ball, et en plus on a eu droit à quelques réflexions de la part de Tortue Géniale, se disant que des techniques comme le Bankoku Bikurisho et le Mafuba seraient vraiment hyper utiles dans un contexte en fait de tournoi du pouvoir,
dans lequel le ring est délimité et faire tomber son adversaire, eh bien c'est un signe de victoire. Et bon, si vous avez vu ma vidéo spécialement dédiée à Tortue Géniale durant le tournoi du pouvoir, j'en ai une sur ça, dans laquelle j'essaie d'expliquer à quoi il pourra servir malgré sa faible puissance, et bien déjà la Toonimation nous confirme ce que je vous disais. Le Bankoku Bikurisho et le Mafuba seront vraiment les têtes d'affiche dans le catalogue de techniques de Kame Sennin. Et je vous le redis les devins, j'ai une énorme vidéo, on va dire théorie, qui arrive sur Dragon Ball Super. Concernant le Mafuba, c'est une idée que vous n'avez jamais vue ni même lue ailleurs, j'en suis sûr et certain. Et je vais m'empresser justement de vous la poster parce qu'elle aurait dû sortir il y a quelques jours déjà en arrière, mais avec ma panne de PC, bon ben ça a remis un petit peu la vidéo à zéro. Mais je vais vous la proposer très rapidement, j'espère cette semaine-là. Et je vais répondre à une petite question que vous avez été nombreux à me poser. J'en reparlerai dans la vidéo, mais je vais en parler un petit peu ici pour clarifier, pour mettre au clair. On m'a dit oui, mais comment le Mafuba peut être utilisé au tournoi du pouvoir, étant donné que l'espèce de jarre là, le pot en fait, dans lequel vous enfermez les gens, et le talisman et tout ça pour sceller, ben c'est des objets, donc c'est un peu considéré comme des armes, donc c'est interdit au tournoi du pouvoir. Alors, ceux qui ont vu ma vidéo sur Tortue Géniale au tournoi du pouvoir savent déjà quelle est ma réponse. Tout simplement, selon moi, le Mafuba ne sera pas utilisé durant le tournoi du pouvoir pour sceller quelqu'un. Je dis bien dans le tournoi du pouvoir. Je ne parle pas de l'arc survie de l'univers. L'arc survie de l'univers et le tournoi du pouvoir sont deux choses différentes. Mais durant ces fameuses 40 et quelques minutes de tournoi, selon moi en tout cas, Tortue Géniale utilisera son Mafuba uniquement pour paralyser et contrôler ses adversaires et les éjecter en dehors du ring. Un peu si vous voulez comme la force dans Star Wars, vous pouvez soulever un mec et le balancer un peu dans tous les côtés. Et bien ça serait la même chose avec le Mafuba, et selon moi ça lui fera utiliser moins de ki, étant donné qu'il n'aura pas besoin d'utiliser tout son ki pour sceller les mecs. Et en plus, je pense aussi que ce type de technique là, à la fois le Mafuba et le Bankoku Bikurisho, peuvent être utilisés contre des adversaires beaucoup plus puissants que lui. Et par exemple, pour revenir à l'arc Zamasu, Kame Sennin nous avait dit qu'il n'avait pas la puissance suffisante pour sceller Zamasu. Mais je pense que Kame Sennin avait la puissance suffisante pour pouvoir faire en sorte que Zamasu soit pris par le Mafuba, le faire tournoyer dans tous les sens, mais après le fait de le faire rentrer dans la jarre correctement et de le sceller, je pense que c'est à partir de ce moment-là que Kame Sennin n'aurait pas pu tenir. Alors, les devins, vous comprenez toujours que pour le moment, pour moi, cet épisode est une pure réussite, et y compris encore la suite de cette scène-là avec Kame Sennin, qui a voulu partir en s'envolant, mais il s'est rappelé qu'il ne pouvait pas le faire. Au final, ça ne sera pas très grave, vu que durant le tournoi du pouvoir, il est interdit de voler, mais la scène était très cool et drôle, ça c'est des bonnes blagues autour de Kame Sennin. Et ensuite, on revient du côté de l'univers 9, qui est très énervé. Ro, le Kaioshin de l'univers 9, ne fait preuve d'aucun discernement, en fait, il ne réfléchit pas. Il croit sur parole Sidra qui lui-même a été trompé par Kitera, donc les deux tombent dans le panneau. On a vraiment l'impression que Morito, l'ange de l'univers 9, comprend que les deux se font berner, mais en tant qu'ange, il préfère rester neutre et ne rien dire. Il a même l'air très souriant, comme si ça l'arrangeait. Alors je suis pas en train de vous monter la théorie de Morito, l'ange qui va foutre la merde. Je suis pas à ce niveau-là. Mais peut-être que Morito en connaît un petit peu plus, y compris les autres anges, concernant de vraies motivations du grand prêtre, de vraies motivations des Zénos, les vrais enjeux du tournoi, qu'est-ce qui se cache derrière ce monde du vide, et que justement voir des univers s'entretuer avant le tournoi du pouvoir, ça pourrait faire monter la tension et faire en sorte que le tournoi dégénère à leur avantage. Et je pense qu'il y a principalement deux pistes qui me font comprendre que le tournoi du pouvoir ne va pas tenir, ou même trois pistes. C'est déjà que les univers ne vont pas supporter le fait d'être tous détruits, à l'exception du vainqueur. La deuxième chose, c'est ce monde du vide qui cache énormément de choses, et je pense qu'il fait partie des enjeux principaux du tournoi. Et troisième chose, c'est que ce tournoi va durer 48 minutes. Honnêtement, je pense que rien que ça, c'est un pur indice. Alors ok, on sait très bien que 48 minutes en épisode, ça va durer mais des heures et des heures. On est d'accord. Ils vont nous montrer chaque combat au détail et tout ça, et ça va durer un temps fou. Mais en soi, dans la chronologie Dragon Ball, ça va durer que 48 minutes. Et je pense que ça devrait nous mettre la puce à l'oreille, comme quoi il va y avoir quelque chose qui fait que dans la chronologie de Dragon Ball, il va y avoir des choses qui vont se passer et qui vont faire que l'intrigue, toujours une fois dans la chronologie de Dragon Ball, va durer plus que 48 minutes. Sinon, si l'arc survie de l'univers se résumait au tournoi du pouvoir, ils auraient fait en sorte que le tournoi dure peut-être 24 heures, 10 heures. Par exemple, 24 heures, ça aurait pu avoir de la gueule, vous voyez, dans la chronologie de Dragon Ball, mais là, non, c'est pas du tout le cas. Et ensuite, les devins, on a eu une scène que j'ai adorée une fois de plus. Honnêtement, c'est que du positif pour moi sur cet épisode-là. Quelques soucis d'animation, mais honnêtement, sur l'animation globale, elle était super réussie aussi. C'était juste quelques plans, comme le genou que je vous ai montré en début d'épisode, ou quelques plans sur la tête à Gohan,
qui était un petit peu pourri, mais l'ensemble des plans qui nous étaient proposés était quand même super bien dessiné, j'ai pas à me plaindre. Et donc on en vient à cette nouvelle rencontre plutôt malaisante pour Krillin avec C17, et j'attendais tellement justement de voir C17 revoir la petite Marron, c'est quelque chose que j'attendais énormément. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore ces moments vie de famille et tout ça dans Dragon Ball, et là j'en ai eu un très bon. Un petit peu surpris aussi de voir que C18 était tellement protectrice pour sa petite fille qu'elle est devenue menaçante envers C17. Alors c'est de la rivalité frère-sœur, mais je m'attendais que ça soit plus cordial en tout cas. Bon, ensuite on a eu une blague à la con de C17 nous disant qu'il avait 17 ans. J'espère en tout cas que vous avez bien compris que c'était une blague qui ne faisait pas rire, mais en tout cas C17 n'a pas 17 ans. Rien que dans la chronologie Dragon Ball, ce n'est pas possible. Et ensuite, on nous fait comprendre que Goten et Trunks sont aussi là, qui vont prendre soin de l'île, qui sont les fils de Goku et Vegeta. On a eu une petite vue sur les braconniers, nous faisant comprendre qu'on va avoir encore quelques passages fillers, justement dans lesquels ces fameux braconniers vont attaquer l'île, et on va voir Goten et Trunks en train de la défendre. Mais moi, j'attends une petite chose qui nous a été teasée par la phrase de C18 en disant c'est pas grave. Si Marron veut rester ici au lieu d'aller chez Bulma, d'ailleurs j'ai bien aimé le fait qu'il mentionne Bulma comme babysitter on va dire de Marron, parce que je vous l'avais dit en vidéo, je vous avais dit c'est bizarre que Marron reste seul sur l'île avec Goten et Trunks et qu'il ne la laisse pas chez Bulma, ou même chez Chi-Chi. Mais bon, ils ont fait en sorte de le justifier, et avec pour moi du très lourd parce que C18 a dit ne vous fiez pas aux apparences, Marron est bien plus résistante que vous le pensez. Alors, est-ce que là, on est en train de nous teaser le fait que Marron, elle aussi, elle a quelques pouvoirs sympas. Et ne vous fiez pas à DBGT. DBGT ne fait pas partie de la chronologie Dragon Ball. C'est pareil pour Bra, ne vous fiez pas à Bra dans Dragon Ball GT. Si la série arrive à nous montrer ces filles-là adultes, vous verrez qu'elles n'auront rien à voir avec celles de Dragon Ball GT. Mais donc, justement, est-ce qu'on n'est pas en train petit à petit de nous teaser ce que sera la prochaine génération des protecteurs de la Terre dans Dragon Ball, ce qui serait bon signe pour nous. Et en gros, le message dans le fait que Goten et Trunks ne participent pas au tournoi du pouvoir serait de nous dire ok, ils ne participent pas là, mais vous inquiétez pas, de la nouvelle génération, vous allez en avoir tôt ou tard. Parce que si vous regardez bien, on fait que nous répéter dans la série que Goten et Trunks sont très forts, mais on ne les voit jamais combattre, jamais ou presque bien sûr. On les a vus, rappelez-vous, c'était un épisode je crois 77 ou 78, un truc comme ça, pas loin en tout cas. On avait vu Goten et Trunks s'entraîner, c'est une phase qui m'avait marqué alors que pourtant les deux enfants ne participent pas au tournoi, donc c'était quand même un petit teasing du fait qu'ils se mettaient un petit peu aux arts martiaux. Il nous est aussi teasé que les deux petits ont grandi quand même par rapport à l'époque, ça nous a été répété plusieurs reprises dans la série. Récemment, on a Dende qui a fait mention de Oob, en nous faisant comprendre qu'il était très jeune maintenant, mais qu'il avait un potentiel énorme en lui, qu'il était la réincarnation de Majin Buu pur, c'est-à-dire Kid Buu. Pan a déjà fait en quelque sorte ses preuves et ses folies en volant dans l'espace, peu importe que ça soit filler ou pas, mais c'est juste pour que vous captiez l'ambiance et l'état d'esprit. Après pour Bra, elle n'a rien fait de spécial, mais quand même, elle est née grâce à un ange, donc ce n'est pas rien non plus. Et là, on utilise le fait que Marron pourrait être beaucoup plus résistante qu'une simple terrienne. Après tout, elle est née d'un terrien qui s'est énormément entraîné, je ne saurais pas vraiment quantifier quelle est la puissance de Krillin, mais elle est quand même énorme par rapport au reste du commun des mortels, et elle est née d'une mère qui a été modifiée, et du coup sa mère bénéficie d'un niveau de puissance énorme, parce que rappelez-vous qu'en interview, il a été dit par Akira Toriyama lui-même, je vous en avais parlé sur la chaîne, que les humains artificiels, ces fameux cyborgs, peuvent progresser. Donc même si leur ki ne peut pas être senti, il y a quand même une forme de progression qui peuvent être faites, et c'est pas juste des améliorations mécaniques. Enfin oui, c'est des améliorations mécaniques, mais qui font que leur corps a changé et est capable maintenant d'évoluer. Et on l'a bien vu avec la progression de C17 depuis ce temps-là. Donc, est-ce que cette future génération sera vraiment OP comme on dit et va combattre à la place de Goku, Vegeta et compagnie, qui seraient vieux, voire peut-être même morts, qui sait, et que la suite de Dragon Ball, l'après Dragon Ball et l'après Dragon Ball Z se fera par le biais de cette génération-là? Moi en tout cas ça me tente bien, j'en ai vraiment envie. J'espère que les fans ne seront pas déçus au bout de 30 ans de ne plus voir Goku et Vegeta si ça se passe comme ça. Parce que je connais les gens, ils sont là à dire on voit trop Goku, on voit trop Vegeta. Mais dès qu'ils sont plus là, ils pleurent pour avoir vite leur retour. Moi aussi, je serais ultra nostalgique de ne plus voir du Goku et du Vegeta. Mais quand même, ça pourrait être pas mal, surtout si les personnages évoluent de manière badass. Qu'il ne reste plus ces petits enfants qui courent partout, qui font des bêtises, et ça nous ferait une équipe de protecteurs de l'univers qui serait composée quand même de 2 jeunes demi-Saiyans très puissants. Il y aurait sûrement toujours Gohan qui serait en service, qui prendrait un petit peu le rôle d'un Goku si vous voulez, en termes d'âge, je veux dire, de génération. On aurait un Oob qui serait surdopé grâce à son entraînement avec Goku, et qui lui serait un petit peu là pour représenter le camp des terriens, et beaucoup mieux que Tenchin Han, Yamcha et Krillin ne l'ont fait. Derrière, on aurait une fille un petit peu bizarre qui serait Marron, qui serait représentatrice, et bien un petit peu un mélange de l'espèce humaine androïde, même si Marron est une pure terrienne, mais vous m'avez compris, qui représenterait à elle seule les capacités d'évolution des androïdes, c'est là où je veux en venir. Et derrière, on aurait encore 2 autres filles pour renforcer justement la force des filles dans Dragon Ball, qui est maintenant très mise en avant avec des Caulifla et des Kale.
eh bien on aurait Bra et Pan qui seraient là avec de nouvelles transformations à nous proposer, des combats épiques elles aussi. Je pense que cette nouvelle génération de Saiyan aurait fort à faire et que ça pourrait plaire énormément au grand public, si bien sûr c'est pas fait et que ça n'est pas trop gaminisé, vous voyez, que Dragon Ball ne devienne pas trop enfantin. Donc il faudrait une bonne ellipse de quand même pas mal d'années pour avoir un bon truc à se mettre sous la dent. Bon, et bien les devins, après ce moment cool, on en a eu un autre. Très très court, je vais pas m'étaler là-dessus, mais la nouvelle rencontre entre Piccolo et C17. Parce que bien sûr, rappelez-vous, et pour ceux qui n'ont pas vu Dragon Ball Z, parce qu'il y en a qui suivent Dragon Ball Super sans avoir vu DBZ, donc j'essaie de rafraîchir un petit peu la mémoire à tout le monde, C17 et Piccolo ont mené un combat de fou dans l'arc Cyborg, l'arc Cell, dans une rivalité extrême, je pourrais dire ça comme ça. Et d'ailleurs, c'était même un des plus beaux combats que l'on ait eu dans Dragon Ball Z, le combat de Piccolo contre C17. N'hésitez pas d'aller le revoir. C'était vraiment épique, surtout dans la version animée. Et on a vu les deux s'avancer et s'envoyer quelques petites piques, on va dire. Piccolo en mode déterminé qui enlève son espèce de turban. C17 qui commence à se retrousser les manches et on s'est dit merde, les deux vont se fracasser, ils vont se démonter. Et au final, à la grande surprise de tout le monde, et y compris celle de C17, vu la gueule que tapait C17, Piccolo a juste tendu la main à C17 et l'a remercié d'être venu ici. C'était juste une forme de respect. J'ai adoré l'émotion derrière ce moment-là, la surprise de C17, les deux qui se serrent la main, la petite phrase de Gohan disant merci Piccolo-san, et derrière en plus on enchaîne avec encore une émotion assez forte pour moi, de Kame Sennin qui débarque avec sa tortue qui tourne dans tous les sens, comme dans Dragon Ball à l'époque, et qui dit à Gohan « tu as l'air en forme ». Et cette petite phrase avec les airs de visage qu'ils ont eu les deux, pour moi c'est la reconnaissance que l'ancien maître de Goku, Kame Sennin en personne, d'un seul coup d'œil, il arrive à voir que Gohan est revenu au top niveau. Et je sais pas ce que ça représente ce genre de petits détails pour vous, mais pour moi, ça me procure énormément de bonnes sensations Dragon Ballesques. Quand j'arrête pas de vous répéter que dans Dragon Ball, il n'y a pas que des combats épiques, des transformations et des éclairs, eh bien voilà, il y a ce genre de choses aussi que j'aime énormément. Bon, maintenant, changement d'ambiance, et on file vers le palais de Baba la sorcière, la dizaine de bonne aventure comme vous voulez, avec bien sûr Freezer qui arrive, et j'adore énormément la mise en scène qui est faite tout autour de ce retour de Freezer. Alors le retour de Freezer dans le DBS, on le critique pas, on fait comme on veut, mais je pense qu'on est obligé de constater que la mise en scène est hyper réussie, et ça depuis qu'on a vu Freezer en enfer, quand Goku l'a libéré, et que l'ambiance de l'enfer était très jolie, très lumineuse, et dès que Freezer avait touché le sol, l'ambiance était devenue mauve et tout ça, pour montrer justement le côté malsain du personnage. Et là c'est pareil, arrivé dans l'antre du palais de Baba, il y avait des bougies qui se sont immédiatement éteintes dès que le mal incarné en personne de Freezer est arrivé. Alors premier constat, Freezer voit qu'il a l'auréole sur la tête, au cas où il s'est dit peut-être qu'il ne l'aurait pas et qu'il y vivrait pour de bon, mais non, il est bien sûr mort. Et j'ai beaucoup aimé ce petit passage dans lequel Freezer a fait oups, ma main a glissé et a mis un putain de coup de poing dans le ventre à Goku, et derrière Goku a fait la même chose. Alors on avait des têtes de Goku et de Freezer qui faisaient un petit peu penser à des troll face, mais en même temps, voilà, c'était dessiné pour nous montrer qu'ils ressentaient une douleur énorme les deux. Mais moi ce que j'en retire, bon, c'est que cette rivalité-là, entendre les deux rigoler en plus comme ça, voilà, ça forcément ça vous fait quelque chose si vous êtes fan de Dragon Ball, mais ça me fait penser un petit peu à quelque chose, c'est de se dire Goku, fais attention, ne fais pas comme avec le pistolet laser, tu as perdu ton attention sur le combat et tu t'es fait péter, parce que si Freezer voit que tu as une sorte d'ouverture ou quoi que ce soit, il va en profiter. Si tu détournes l'attention, il n'hésitera pas à t'envoyer un rayon de la mort en mode Golden Freezer en plein dans le cœur et tu seras foutu. Et pour le moment, j'ai l'impression que l'attention de Goku est un petit peu trop basse. Et une nouvelle fois, ça pourrait être ce qui va mener Goku à sa perte. Mais pour la suite et fin de l'épisode, on en est bien sûr au passage où les fameux assassins de l'univers 9 sont là. Ils demandent d'avoir Goku et Freezer et restent très mystérieux. Ils ont visiblement les ordres de ne rien révéler sur leur motivation, sur leurs origines, pour qui ils travaillent et tout ça. Nous, bien sûr, on sait qu'ils viennent de l'univers 9. L'espèce de gros bulldog là qui nous a été montré m'a fait penser à deux choses. La première, c'est le chien, je crois que ça s'appelle Pakun, qu'invoque Kakashi dans Naruto Shippuden, il invoque dans les deux, l'espèce de chien ninja. Je vais essayer de vous mettre une photo à côté. Mais après, au niveau de ses vêtements, il me fait penser énormément à un Akaishin. Alors je ne sais pas pourquoi il a ces vêtements là, clairement. En plus, Kitera, en début d'épisode, il a dit à Sidra que dans l'univers 9, il aurait justement des forces spéciales capables de faire ça. Alors c'est bizarre que d'un coup, il nous ait montré ce background-là, cette histoire de fond sur l'univers 9, qu'ils aient des gars capables de se battre, des assassins et tout ça. Je trouve que c'est le seul truc de l'épisode que je n'aurais peut-être pas apprécié, c'est le manque d'informations de la part de Sidra concernant ces assassins et ces mecs-là qu'il envoie au combat. J'espère qu'on en saura plus en épisode 95, mais en tout cas, j'ai été intrigué de voir qu'un mortel pouvait être habillé comme ça. Est-ce que dans l'univers 9, il y a des forces spéciales qui sont directement commandées par les dieux, histoire de réguler un petit peu l'univers? Ça pourrait être possible, hein, les dieux pourraient fonctionner comme ça. Et justement, quand je vous disais que Goku détourne un petit peu trop son attention, Freezer a pu balancer une sorte de rayon de la mort sur ce mec-là, cet assassin, on va dire, et en même temps érafler la joue de Goku.
je ne sais pas si vous avez remarqué ça, et en disant que cette fois-ci sa main avait encore glissé. Alors, mis à part ce petit passage où on a vu Freezer qui faisait le lean de Michael Jackson, pour ceux qui connaissent, le pas de danse dans lequel vous vous penchez en avant un maximum sans jamais tomber. Non bref, plus sérieusement, derrière Freezer a décidé qu'il n'allait pas juste partir, et qu'il voulait en finir très très vite avec ces mecs-là qu'il ne connaît pas. Et derrière, on a eu, je pense, en tout cas pour moi, la plus belle mise en scène de transformation de tout Dragon Ball Super. Alors attention, comprenez bien ce que je dis là. Ça ne veut pas dire que la transformation finale en elle-même, le Golden Freezer, on le connaît déjà, et c'est le même qu'on a vu dans cet épisode-là. Il n'est pas plus beau que dans le film Résurrection de Freezer. Mais c'est vraiment cette mise en scène autour de la transformation, aussi bien les plans de caméra, que la qualité de l'animation, la qualité des dessins, l'ampleur, la luminosité du Golden Freezer qu'on a vu naître là de loin sur la planète, une sorte de dôme lumineux, un peu comme les cinématiques des attaques ultimes dans les jeux Dragon Ball Budokai, etc. et d'autres jeux aussi Dragon Ball. Un truc vraiment gigantesque et monstrueux, et en plus Freezer nous dit qu'en enfer son corps s'est ramolli, et quand même il arrive à faire ce type de transformation ultra épique. Et quand je parle de mise en scène, je parle aussi de la musique qui était mise. La musique était parfaitement choisie, et la musique était tout simplement parfaite. Une musique très très divine qui collait parfaitement à la situation. Alors cette musique-là, je n'ai personnellement, je pense en tout cas, jamais entendue dans Dragon Ball Super. Ils l'ont peut-être repompé de Dragon Ball Kai, mais si vous me connaissez, vous savez que Dragon Ball Kai, c'est pas ma tasse de thé. Je suppose pour le moment que c'est une nouvelle musique, mais en tout cas, je l'ai adorée. Et qu'est-ce que j'ai adoré? Il n'y a pas d'autre mot, je me répète, mais j'ai vraiment adoré cette aura jaunâtre de Freezer qui est arrivée autour de lui. Voir tous ces plans sur son corps qui passent de sa couleur blanchâtre de sa forme finale à sa couleur jaunâtre dorée de sa forme golden. Voir d'un coup toutes ces parties de son corps se transformer en mode golden. Qu'est-ce que c'était beau et qu'est-ce que c'était épique de voir ce personnage-là se transformer comme ça. En plus avec son auréole sur la tête, c'était, franchement pour moi c'était parfait. Et après en comparaison avec d'autres transformations dans Dragon Ball Super en termes de mise en scène, qu'est-ce qu'on a eu de bon? On a eu peut-être le Super Saiyan Rage, le SSJ Ikari de Mirai Trunks qui était plutôt pas mal, mais je trouve que c'était loin du niveau de cette transformation-là. Je parle toujours bien sûr en termes de mise en scène, je parle pas du rendu du personnage lui-même. On a eu aussi comme mise en scène pas mal de transformations le Super Saiyan Rosé de Goku Black qui était vraiment pas mal, mais j'avais trouvé la scène de transformation beaucoup trop rapide, surtout que c'était une toute nouvelle transformation dans Dragon Ball Super. Le SSJ Blue c'était trop rapide et il y avait rien d'épique là-dedans honnêtement. Le SSJ God était plutôt sympa, mais voilà, juste sympa. Donc oui, je pense vraiment pouvoir affirmer qu'en termes de mise en scène, c'était la plus belle transformation et la plus réussie qu'on ait eu de tout Dragon Ball Super. Et la seule chose qu'il y a de dommage, si je devais faire aller un petit reproche à cette transformation-là, c'est que ça nous a été montré dans un passage de Dragon Ball qui n'est pas très important. Toute cette intrigue-là, tous ces problèmes-là avec les assassins de l'univers 9, on sait très bien, vous et moi, que ça ne va pas durer et que ça ne va pas être le cœur de cet arc survie de l'univers. Donc le seul truc qu'il aurait fallu pour embellir encore plus cette transformation-là, c'est qu'elle soit aussi bien réalisée dans un moment épiquement épique, vous voyez? Imaginez que jusqu'à présent, Freezer déboîte les assassins dans sa forme finale de base, là que ça soit suffisant, que Freezer arrive au tournoi du pouvoir, il se bat toujours dans sa forme finale, et que d'un coup il se met, je dis ça vraiment au hasard, il se met à trahir Goku, et à ce moment-là, Freezer nous sort cette transformation de ouf. Enfin, surtout la mise en scène de ouf qui va avec. Mais honnêtement, là, ce que je suis en train de faire, c'est juste un petit reproche histoire d'en faire un. Mais honnêtement, j'ai absolument rien de mauvais à dire concernant cette scène-là. C'était un pur moment de plaisir et cet épisode-là, je suis pas prêt de l'oublier. De l'émotion, de la transformation, il annonce du lourd, du très lourd pour l'épisode 95 de la semaine prochaine. On sent déjà que Freezer va faire un vrai carnage. Il annonce aussi bien sûr du lourd concernant la participation en elle-même de Freezer au tournoi du pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez demander de plus que ça à un épisode de DBS? Perso, c'est un épisode que je vais revoir des tas de fois, que je n'oublierai vraiment pas. Peu importe qu'il soit un épisode filler, canon, pas canon, c'est pas grave. Je l'ai vraiment adoré tel quel. Et du coup les devins, je me permets de vous demander de bien vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne si vous l'y étiez, de ne pas hésiter à franchir le cap, de vous abonner. Si vous voulez avoir de plus en plus de reviews, de vidéos spoiler Dragon Ball, ou même Boruto aussi, et d'autres animés, mangas et même jeux vidéo en préparation pour la chaîne, et je vous rassure, tout en gardant la même quantité de vidéos Dragon Ball. Ça ne bougera jamais. Vraiment, ne vous faites pas de soucis pour ça. Et du coup, les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.